Alors, on va commencer par du coup la table ronde. La question et la problématique à laquelle on va essayer de répondre, c'est quelle stratégie pour choisir les bons canaux. Et on va commencer pour cette table ronde avec, si je dis pas de bêtises, euh, avec Adrien. Ce sera lui qui aura l'honneur d'inaugurer cette table ronde. Et la question à laquelle il a choisi de répondre, c'est quoi les grands défis des sites et plateformes emploi aujourd'hui? Bonjour Adrien, je te laisse la parole. Salut Mohamed, bonjour à tous. Alors effectivement, la question à laquelle je dois répondre en moins de 2 minutes, les grands défis des sites emploi d'aujourd'hui. Alors les grands défis, c'est déjà de répondre à la fois aux exigences des candidats et aux besoins évidemment des recruteurs. Mais pour cela, il faut réussir à se démarquer de la concurrence, réussir à les attirer, ce qui n'est pas évident. Plusieurs moyens sont possibles. D'un point de vue technique, déjà, en mettant en avant un fort référencement naturel et payant du site. Ça passe par tout ce qui est SEO, SEM, et plus globalement, en offrant des fonctionnalités que l'on dit innovantes. Pour les recruteurs, il est impératif qu'ils puissent rapidement accéder aux profils répondant au mieux à leurs attentes, que ce soit à travers les hard skills, mais aussi à travers les soft skills qui sont aujourd'hui, qui font partie des réels critères demandés aujourd'hui. Et utiliser donc des filtres efficaces. Les algorithmes et le matching sont encore globalement trop imparfaits. Donc, ça fait partie d'un des défis des sites d'offres d'emploi. Ils attendent aussi plus d'engagement des sites emploi, un peu comme pourraient le proposer des cabinets de recrutement, c'est-à-dire de travailler par exemple au succès. Cela passerait par un objectif donc de coût au recrutement, mais on n'y est pas encore. Dans les contextes d'incertitude économique comme on a pu connaître récemment, il va aussi falloir qu'on puisse rechercher une certaine forme d'agilité et de flexibilité au niveau des prestataires, donc des partenariats signés avec ces fameux job boards ou solutions de recrutement, en donnant par exemple la possibilité de prolonger sans contrepartie les prestations si celles-ci n'ont pas été utilisées dans la durée initialement prévue. Du côté du candidat, il va vouloir trouver évidemment rapidement l'offre qui lui correspond le mieux à sa recherche, avec une posture de candidat roi comme on connaît depuis quelques temps. On ne peut plus maintenant se permettre de le faire attendre. Il veut avoir tout de suite accès à l'info et pouvoir postuler rapidement. Dans l'idéal, il faudrait également pouvoir personnaliser son process de candidature, par exemple en prenant en compte que ce soit son expérience, ses souhaits, notamment via l'IA, ou alors via d'autres nouvelles technologies. Le process de candidature doit être intuitif, facile d'utilisation et encore une fois, rapide. On parle du quick apply ou postuler en un clic. En effet, dans la mesure du possible, il faut vraiment éviter les redirections d'un site à un autre, c'est-à-dire de balader le candidat, sinon on a de fortes chances de le perdre. Aujourd'hui, il faut savoir que près de 70% du trafic des sites emploi passe par le mobile, donc il va aussi falloir soigner son application, tout simplement. Voilà mon mot. Merci Adrien pour ta réponse. Si, bien sûr, je le rappelle, si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Maintenant, vient de parler en fait des grands défis des sites et plateformes emploi aujourd'hui. Une question subsidiaire à laquelle je veux solliciter Capucine, c'est OK, les sites et plateformes d'emploi, on a le sentiment qu'ils deviennent des médias, des espaces de coaching. Est-ce que les candidats s'y retrouvent? Capucine, la parole est à toi. Oui, bonjour. Alors, je vous assure que les candidats s'y retrouvent puisque ça correspond à un vrai besoin de leur part. 84%, c'est le pourcentage de jeunes candidats qui citent la vidéo comme étant leur moyen favori pour se renseigner. Donc d'ailleurs, on a de plus en plus de jeunes qui utilisent YouTube en moteur de recherche en numéro 1 avant Google. Donc c'est une vraie tendance de fond. On remarque que la vidéo n'est plus seulement un moyen de se divertir, mais aussi de s'informer. Par ailleurs, pour tout ce qui est coaching, on ressent un vrai besoin d'accompagnement des jeunes au quotidien. Donc que ça soit pour se renseigner sur les métiers, les secteurs, les entreprises, mais aussi du coup pour les aider, eux, à se démarquer et à valoriser leur profil. Donc ces deux tendances, pour les entreprises, c'est une vraie opportunité de mettre en avant sur les plateformes leurs métiers et leurs activités. D'autant plus dans ce contexte de guerre des talents, d'autant plus pour les entreprises qui sont dans des secteurs très concurrentiels d'un point de vue attractivité des candidats. Donc nous, sur Job Teaser, on a dû faire un peu cette évolution
en devenant bien plus qu'un canal de distribution, en mettant en avant du coaching, du média. On remarque que c'est ce qui fonctionne le plus. Un petit chiffre assez parlant, c'est que la consommation de ce contenu a doublé en 2022 par rapport à 2021. Donc, ça montre bien que ça répond à une vraie demande de leur part. Voilà, merci, Mohamed. merci Capucine pour tes compléments d'information. J'ai envie de creuser encore le sujet et je vais rappeler Adrien, notamment sur les pratiques qu'il peut observer en termes d'expérience candidat. Quelles sont les attentes également à ce niveau-là, du coup? Alors, Mohamed, comme je le disais précédemment, déjà, les candidats, ils souhaitent aller vite et plus perdre de temps dans le process de candidature. Ça doit être simple, ça doit être intuitif. On doit pouvoir postuler en quelques clics. Les candidatures avec des redirections sur les sites des entreprises sont vraiment à bannir, à éviter. Il faut savoir que dans plus d'un cas sur deux, quand on commence à balader le candidat, on le perd tout simplement. Ils veulent également avoir accès à l'info à tout moment, donc postuler aussi facilement et rapidement depuis leur mobile. La transparence va aussi faire partie des préoccupations des candidats. Ils aimeraient savoir notamment combien d'entretiens ils vont avoir à passer, qui ils vont rencontrer. Pas seulement rencontrer des RH, mais aussi des opérationnels, leurs futurs managers par exemple. C'est aussi une question d'ego pour les candidats. Ils souhaitent connaître aussi les étapes à venir, avoir un descriptif précis du poste, des éventuelles évolutions qu'ils peuvent avoir au sein de l'entreprise et savoir par exemple si des formations sont possibles et proposées au sein de l'entreprise. Les candidats, ils attendent également, ça c'est un gros sujet, que le salaire soit affiché ou à minima une fourchette qui soit indiquée, sachant que cela augmente de près de 70% les intentions de candidature. À partir du moment où on met rien qu'un petit chiffre, ça donne envie aux candidats de postuler. Les entreprises en sont conscientes et pourtant en France, on a toujours moins de 20% des annonces qui comportent cette information. Même si c'est en train d'évoluer, et notamment avec la plupart des solutions aujourd'hui qui vont commencer à exiger de renseigner ce critère. Obtenir une réponse, ça fait aussi partie des attentes des candidats. Ça peut paraître lunaire, mais effectivement, c'est le minimum. Donc, une réponse idéalement personnalisée, même si l'entreprise ne donne pas suite, et ce, quelle que soit l'étape du process, que ce soit après 1, 2 ou 3 entretiens. Dans le meilleur des mondes, il ne faut peut-être pas trop en demander, mais un retour personnalisé sur la raison des refus, ou moins que ce soit bénéfique ou en tout cas que ce soit constructif pour le candidat. Cela fait aussi partie de ce qu'on appelle l'image employeur. Et enfin, obtenir des informations sur la culture de l'entreprise, c'est-à-dire connaître les valeurs, j'ai envie de dire l'ambiance, l'environnement au travail. Ça fait partie réellement des attentes des candidats, plus que jamais après cette période post-Covid. C'est devenu ces 2 dernières années un critère qui a pris réellement beaucoup de place dans l'esprit des candidats. Répondre à la fameuse question, le bien-être sera-t-il au rendez-vous au sein de cette entreprise et est-ce que je peux m'y projeter? Voilà, Momo. Merci Adrien pour ta réponse. J'ai envie d'aller creuser encore davantage parce que vous avez été près de 45% d'entre vous à nous dire que vous recrutiez dans l'IT. Et donc, j'ai envie de savoir en quoi le recrutement IT peut-il se distinguer du recrutement des autres métiers. Et j'invite du coup à Mathilde sur scène pour nous répondre et nous apporter ses précisions à ce sujet. Bonjour Mohamed, bonjour tout le monde. Très contente d'être avec vous ce matin et bonjour à tous ceux qui sont dans les commentaires. Du coup, le métier, le recrutement IT et le métier de recruteur IT, c'est vrai qu'il est très différent des autres métiers. Déjà, c'est une autre persona, comme on dit un petit peu dans le marketing. Le recruteur IT, il a d'autres compétences. Il a des compétences techniques notamment. Il est de plus en plus spécialisé. Donc, c'est des degrés de spécialisation, même dans les parcours de professionnalisation, et cetera. En fait, c'est un mouton à 5 pattes, voire à 6 pattes, un recruteur IT. Et deuxièmement, le recruteur IT, il évolue sur un marché qui est différent, sur un secteur qui est pas le même. C'est une entreprise, même pour des entreprises qui sont pas à but, d'IT en fait, historiquement, ils vont se retrouver quand même sur un marché qui est pénurique, sur un marché qui est exigeant, sur un marché qui est innovant et donc ça leur demande d'avoir une grande adaptabilité et surtout des gros objectifs. Donc une grosse pression aussi sur les objectifs. Il faut avoir en fait plein de skills, de l'adaptation et toutes les compétences, à la fois d'un recruteur et d'un technique. Merci Mathilde pour ces infos. On continue à poursuivre parce qu'on vient de parler du recrutement IT, mais j'ai le sentiment qu'on reste
monolithe autour toujours du même type de contrat, notamment sur les thèmes en termes de pénurie. Et du coup, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes, et notamment le freelance? Et du coup, quelle est la place du freelancing dans le marché de l'emploi à l'heure actuelle? Et du coup, Ludivine de Malte va venir nous répondre. Bonjour Ludivine. Bonjour à tous, bonjour à Mohamed. Oui, en effet, merci pour l'introduction. Ça peut être une des solutions, effectivement, dans ce contexte de pénurie. Pour vous donner quelques chiffres clés, le marché, donc on appelle des freelances ou marché freelancing, en France, c'est un marché aujourd'hui qui a doublé dans ces 10 dernières années. On compte environ 1 million d'indépendants en France, donc on appelle hautement qualifiés. Donc on exclut certaines populations, dont les professions notamment libérales ou réglementées. Donc c'est donc un marché qui a doublé aujourd'hui en 10 ans et qui représente à peu près 10% de la population active en France. Pour vous donner un peu un autre chiffre, parce qu'on parle beaucoup de l'IT ce matin, en Europe, c'est aujourd'hui un quart des talents qui sont en indépendant dans le domaine IT. Donc en France, on n'est pas encore dans les mêmes proportions, mais on voit, et je pense que vous le voyez aussi dans vos différentes entreprises, que de plus en plus de talents tech IT se lancent en indépendant. Parmi les principales motivations, c'est clairement aujourd'hui d'être déjà autonome et d'avoir le choix, notamment dans ses missions et dans ses clients. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas une contrainte, c'est vraiment par choix. Et on est assez convaincus aussi, on voit dans les différentes études qu'on peut faire, que ça correspond à un moment de sa vie. Beaucoup de jeunes, évidemment, se lancent en indépendant, mais nous, ce qu'on voit énormément, c'est des gens qui sont salariés et au bout de 5-10 ans, ont envie de faire le même métier, mais différemment, et se lancent aussi en indépendant. Donc ça fait partie des principales motivations sur notamment le choix, la flexibilité de pouvoir aussi un peu accorder ces différents projets, que ce soit personnel ou professionnel. Donc c'est fait partie des raisons pour lesquelles le freelancing aujourd'hui est vraiment une tendance et un marché assez croissant, et notamment dans l'IT. Merci Ludivine. Ça me permet de faire la transition avec une autre question, parce qu'on parle souvent de freelance. Les entreprises, parfois, elles ont du mal à se comprendre, mais c'est aussi le cas, le sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis des étudiants. Et du coup, la question, c'est pourquoi les étudiants viennent de Vénus et les entreprises de Mars? Je laisse la parole à Capucine. Oui, alors j'aime beaucoup la façon dont est tournée la question. Et en effet, vaste question. Aujourd'hui, on a 70% des jeunes qui ont déjà abandonné un processus de recrutement alors qu'il a été lancé. Donc, je trouve que ce chiffre reflète parfaitement la différence entre les attentes côté jeunes et les réponses apportées côté recruteur. Donc, pour faire simple, on a une jeune génération d'un côté qui est très engagée sur tout ce qui est sujets environnementaux ou bien d'inclusion, qui a aussi des grandes attentes sur tout ce qui est équilibre vie pro, vie perso, et qui, d'un point de vue corpo, est en recherche de flexibilité, d'autonomie et de transparence. Ce dernier point, la transparence, est très important parce qu'on a une génération qui est bien plus proche des marques et des entreprises que la génération précédente et qui est super rodée en fait aux techniques de communication. Donc, d'un point de vue marque employeur, seules les preuves comptent, que ce soit en termes de mission proposée, politique RSE ou des avantages de la boîte. Donc, par exemple, mettre en avant 50% du pass Navigo qui est remboursé par l'employeur, c'est quelque chose qui est obligatoire côté recruteur. Et ça, les jeunes ne sont pas dupes. Il faut mettre plus de preuves en avant. Et voilà, donc de l'autre côté, on a des organisations pour qui c'est compliqué de comprendre les vraies attentes des jeunes et surtout de mettre en place des process rapidement pour y répondre. Et c'est pourtant, en fait, aux organisations de s'adapter pour attirer un public qui est aujourd'hui à l'embarras du choix. Voilà, je pourrais m'étaler sur le sujet bien plus longtemps si ça vous intéresse. On a plein de choses applicables rapidement que je vous dirai tout à l'heure. C'est beaucoup plus long. Merci Capucine. Du coup, même question, mais cette fois-ci au niveau des freelances. Pourquoi les freelances ne veulent pas être en CDI? Pourquoi en fait il est si difficile de les convertir? Et du coup, pourquoi les freelances viennent de Vénus et les entreprises de Mars? Même question pour toi, Ludivine.
Oui, tout à fait. Alors pour d'autres raisons, un peu, mais assez aussi proches de celles évoquées par, Capucine. C'est vrai que c'est un marché qui est assez récent, le marché des freelances. Donc, la rencontre n'est pas forcément évidente parce qu'il y a plusieurs questions qui se soulèvent, dont notamment, aujourd'hui, comment on arrive à accéder à ce marché des freelances qui sont de plus en plus nombreux, comment on arrive à les attirer, comment on arrive aussi à collaborer avec eux. Donc il y a pas mal de questions qui se posent, globalement, par rapport à ces talents. Une des premières réponses et souvent une des premières interrogations, c'est pour les entreprises. Les freelances aujourd'hui ne s'inscrivent pas forcément sur une durée très longue. Quand je parle d'une durée très longue, je parle en plusieurs années. Là où aujourd'hui, évidemment, des salariés, normalement, s'inscrivent plutôt sur un temps assez long, notamment quand on est en CDI. Des freelances peuvent s'inscrire plutôt dans des projets à long terme. Donc, quand je dis à long terme, c'est plusieurs mois, voire jusqu'à 2 ans. Donc, on peut considérer quand même que c'est du long terme. Mais il y a déjà cette différence entre la projection et l'inscription, on va dire, dans la durée. Le freelance est vraiment là par rapport à un projet, par rapport à une mission donnée. Après, il y a des questions autour de pourquoi, effectivement, c'est assez différent. C'est comment on arrive à entretenir un peu une relation assez saine et durable entre ces entreprises et les freelances. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire de la même façon quand on est salarié ou quand on est freelance. Comment aussi en amont les attirer. Il y a des choses, on parlait du bassin tout à l'heure, on ne peut pas mettre ça en avant, par exemple, évidemment pour des freelances. Donc, qu'est-ce qui va les attirer? La marque employeur est aussi très importante pour attirer ces freelances. Comment après, une fois qu'ils sont intégrés, comment on les onboard, comment on les suit. Et surtout, l'offboarding est très important parce que même s'ils vont être là pour un an, ils ont fini leur projet. C'est très important que par la suite, peut-être, vous allez faire appel de nouveau à eux. Donc, l'offboarding est aussi très important. Ou eux-mêmes, parce que c'est reste des communautés aussi, vont parler de vous. Donc ça, c'est très important aussi de pouvoir bien gérer cette fin de mission quand celle-ci, évidemment, est prévue dès le départ. Donc pas mal de choses qui font que les entreprises et les freelances viennent de Vénus. Et d'ailleurs, on en a fait un livre blanc justement sur exactement ce même titre que je pourrais vous parcourir, bien sûr. Merci Ludivine. Pour la prochaine question, je suis ravi de cette question car c'est une des questions qui a été posée dans le chat et du coup c'est Mathilde de We Love Dev qui viendra nous répondre. C'est est-ce que la rédaction des annonces et ses codes évoluent-ils? Les acteurs de l'emploi ont-ils un rôle à jouer dans celui-ci? Je te laisse la parole, Mathilde. Oui, du coup, ça rebondit un petit peu sur, toutes les réponses que mes collègues ont apportées. Donc, c'est très cool de répondre à cette question. Alors oui, la rédaction, des annonces et ses codes, elle évolue vraiment. Pourquoi? Je pense que parce que les entreprises et les acteurs de l'emploi, ils ont compris aussi qu'on n'attrapait pas des mouches, avec du vinaigre. Donc, de un, on change la forme des annonces de plus en plus dans les couleurs, dans la façon de présenter. On est beaucoup plus ludique, on va retrouver beaucoup plus d'images, on va retrouver beaucoup plus de parcours candidat, on parle beaucoup d'expérience candidat, et dans le fond aussi parce qu'on va beaucoup plus aussi parler du métier, mettre en avant les avantages, mettre en avant, ça peut être la marque employeur comme ça a été dit, les engagements éthiques de l'entreprise, toutes ces choses qui paraissaient annexes avant, mais qui sont maintenant le cœur de l'annonce. Les acteurs de l'emploi, ils ont évidemment un gros rôle à jouer parce que nous, en fait, tous les jours, on innove là-dessus, sur nos produits, sur ce qu'on propose, sur les services qu'on propose, et on intervient aussi en intermédiaire avec les candidats. Donc nous, par exemple, vous verrez, beaucoup ici, on fait des études, on collecte les avis des candidats, on leur pose la question, on a des statistiques, et par exemple aussi, on modifie nos typologies d'annonces, nos exemples. On essaye de vous donner des bonnes pratiques, des bonnes méthodes. Donc l'innovation que nous, on va vous proposer par le produit, ça aide aussi à faire bouger les codes, en fait, de l'entreprise finale. Merci Mathilde pour ces précisions. Euh, Toujours sur l'annonce, est-ce qu'on recrute des annonces, est-ce qu'on recrute des étudiants plutôt avec des annonces et du coup, surtout en 2023, c'est la question que je pose à Capucine de Job Teaser. Oui, alors Mathilde a déjà pas mal répondu à cette question. Ce n'est pas encore la fin de l'annonce, puisque l'annonce reste encore de très loin le premier moyen des jeunes pour trouver un emploi. Sauf qu'en fait, l'annonce devient de plus en plus un outil marque employeur à part entière, puisque c'est la vitrine de l'entreprise, et donc ça prouve qu'elle recrute, et donc qu'elle est dynamique. Cependant, il est essentiel de la repenser pour matcher avec les besoins des jeunes aujourd'hui. Chez Job Teaser, on pense qu'une annonce qui est adaptée à cette nouvelle génération doit donc idéalement inclure un format vidéo qui présente l'entreprise, le poste ou la mission. De plus en plus de boîtes le font et ça fonctionne vraiment très bien. Ensuite, elle doit être courte. Donc, le temps d'attention d'un jeune aujourd'hui, c'est 8 secondes. Donc, c'est rien.
Il faut capter leur attention très rapidement, surtout dans le contexte actuel. Ensuite, il faut bien mettre en avant le sens, les valeurs et les engagements de l'entreprise, très important pour les jeunes, plus engagés que la génération d'avant. Ensuite, mettre en avant tout ce qui va contribuer à l'équilibre vie pro, vie perso. Et enfin, je le disais un peu tout à l'heure, mais être le plus transparent possible en apportant des preuves concrètes de ce que vous mentionnez. Donc vraiment, no bullshit, ils veulent du véridique. Donc voilà, Mohamed. Merci Capucine pour cette précision. On avait commencé cette table ronde en évoquant les différents types de plateformes, quels étaient leurs enjeux, et ça me permet de savoir, d'introduire un nouveau concept qui, j'ai le sentiment qu'il y a vent poupe, s'appelle les marketplaces. Et du coup, j'aimerais bien que Ludivine vienne nous apporter des précisions à ce sujet. En quoi une marketplace se différencie d'un job board ou d'une CVTech ou d'un réseau social? Ouais, tout à fait. C'est vrai que la notion de marketplace, n'est pas forcément encore, très répandue dans le milieu du recrutement, mais on y vient. Aujourd'hui, et j'espère que pour certains vous verrez, la démo aussi, mais c'est d'accéder effectivement à l'ensemble d'un vivier, de profils, freelance avec lesquels vous pouvez rentrer en contact. Mais ce qui va surtout faire la différence, notamment par rapport, à une CVTech, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment cette notion de communauté. Aujourd'hui, un acteur comme Malte, c'est pas juste, on met des profils et on voit ce qui se passe. C'est derrière, on connaît la majorité de ces freelances et surtout, on a un vrai aspect d'animation de communauté, que ça soit en France, dans différentes villes et puis aussi également à l'étranger, pour vraiment, encore une fois, bien les connaître, savoir ce qu'ils recherchent, pourquoi les accompagner aussi dans leur vie de freelance, parce qu'il y a quand même pas mal d'événements, quand notamment on passe du salariat au freelance où il y a pas mal de démarches. Donc comment on peut nous les renseigner et les accompagner vraiment dans leur vie de freelance, un peu comme des agents, de freelance. Les mettre en relation aussi avec les bons partenaires, sur par exemple de l'expertise comptable, comment choisir son statut. C'est pas notre cœur d'activité, mais comment on peut les renvoyer vers les bonnes personnes. Donc c'est vraiment la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas juste une base, qu'on connaît pas, même si on n'a pas la prétention de connaître, quasiment les 500 000 freelances qu'on a dans notre base, tous un par un, ce ne serait pas vrai, mais l'idée, c'est vraiment de créer ces communautés au sein des freelances, et notamment les profils qui sont les plus pénuriques, pour que derrière, ça puisse matcher notamment avec les clients, où on sait qu'ils ont ces besoins-là. Et in fine, pour forcément réduire derrière des temps de recrutement qui vont être beaucoup plus courts, évidemment, que sur un CDI, parce qu'on sait qu'en une semaine, déjà, entre le moment où on a un besoin qui est exprimé, la mission peut démarrer environ sous 6 jours. Donc ça, c'est aussi une vraie force, de se dire, on connaît les gens, on sait quelles sont aujourd'hui leurs forces, leurs disponibilités, leur budget, et on sait si on peut y aller ou pas. Donc c'est vraiment le point différenciant sur l'animation de communauté. Merci Ludivine pour ces précisions. On passe à la question suivante et je sais qu'elle va vous interpeller chacune. C'est de quel type d'information peut créer un déclic chez des personnes passives, c'est-à-dire pas forcément en situation active de recherche d'emploi. Et Mathilde peut avoir une réponse pour vous. Oui, toujours très contente de répondre à cette question. En fait, on a vu beaucoup de personnes, même depuis le début de la table ronde. On a parlé des recruteurs IT, on a parlé des freelances, on a parlé des étudiants. Les personnes passives, c'est clairement un persona aussi en soi. Je reviens beaucoup à ce mot-là, mais en fait, ça correspond à votre cible. Par exemple, les développeurs, les développeuses, il y en a que 8 qui sont en recherche active. Donc évidemment, c'est forcément, dans votre cible. Par contre, il y en a 64 un peu plus, qui s'intéressent à leur carrière. Donc à ce moment-là, des personnes passives, les informations qui vont les intéresser, ça va être tout ce qui est relatif à leur carrière, à leur évolution de carrière. Par exemple, la mobilité, sur la localisation, la mobilité de poste, les missions. Ça peut être les avantages, toujours pareil, les politiques RSE des entreprises. On veut s'investir dans quelque chose de plus éthique, et cetera. Donc on met en avant ces informations carrières-là, on propose des forums, des événements, des choses comme ça, et puis, les autres, informations qui vont être importantes, ça a été déjà répété plusieurs fois, mais ça va être vraiment le soft power d'une entreprise qui veut recruter. Donc tout ce qui va être marque employeur, tout ce qui va être autres avantages, tout ce qui va faire que le candidat, il peut s'intéresser «de loin» entre guillemets à une entreprise, jusqu'à ce que vraiment on lui propose, il voit une offre passer ou alors on le démarche avec quelque chose qui va intéresser, qui va avoir un but pour sa carrière. Top. Merci Mathilde. Alors on va passer à la dernière question et pour clôturer avec la même personne qui a commencé, donc du coup Adrien, parce qu'on a brossé à peu près
tous les sujets, mais il y en a un qui peut vous intéresser, c'est comment suivre enfin, surtout quel KPI suivre pour mesurer l'efficacité d'un canal d'acquisition ou et tester une solution. La parole est à toi, Adrien. Merci Momo. Oui, en fait, il existe de nombreux KPIs, donc je vais peut-être pas tous les citer parce qu'en 2 minutes, ça risque d'être un peu compliqué de les commenter. Le taux de clic, le taux de rétention, le taux d'ouverture, etc., etc. Donc, je vais vous parler rapidement de ceux qui me semblent les plus pertinents. Le premier que je voulais aborder avec vous, c'est le CPA. Le CPA, c'est tout simplement le coût d'acquisition, ou plus exactement le coût à la candidature. Alors, pour info, cette métrique a tendance à fortement augmenter sur la majorité des profils depuis près de 2 ans, avec évidemment une disparité en fonction des populations. En effet, on voit qu'on a un nombre d'offres qui augmente très significativement depuis plus de 2 ans et un nombre de candidats qui n'augmente pas aussi rapidement. C'est pour cela que on se retrouve en fait dans un marché où le candidat est roi et selon les profils, en fait, les CPA peuvent varier en moyenne entre 2 euros, par exemple, dans l'intérim et jusqu'à 50 euros dans l'IT. On peut aussi évoquer le taux de conversion. Alors, le taux de conversion, lui, il va mesurer et refléter en fait l'attractivité et les éventuels freins de l'offre, de l'annonce de l'entreprise durant toutes les étapes de candidature. C'est aujourd'hui un KPI qui reste au centre des préoccupations des entreprises parce qu'en effet, aujourd'hui, les entreprises, on le sait, elles cherchent plus que jamais à savoir en fait comment attirer les candidats et surtout se démarquer de la concurrence. Mais ce KPI, on le sait, dépend bien évidemment beaucoup plus de l'entreprise que de la solution utilisée. Et le taux de rebond, c'est aussi un indicateur de qualité pour la solution. Il va permettre de calculer en fait si le candidat reste plus ou moins longtemps sur le site. Et donc, plus le pourcentage sera élevé, moins il y a d'engagement du trafic ou tout simplement que le contenu est de mauvaise qualité. Et enfin, le dernier KPI, le plus parlant, mais le plus compliqué à mesurer, le CPH, qu'on appelle donc le Cost Per Hire, donc le coût au recrutement. C'est vraiment le KPI idéal, mais pas évident à obtenir. En fait, le CPH permet de dégager le ROI d'une solution, donc sa rentabilité par rapport aux autres canaux utilisés. Combien vous avez dépensé et combien vous avez réussi à recruter de personnes à travers ce canal. Il est nécessaire que l'entreprise soit équipée d'outils spécifiques comme un ATS par exemple pour remonter et surtout identifier les sources de recrutement, donc faire le lien entre la personne qui a été recrutée et son parcours candidat. À ce jour, on a encore très peu d'entreprises qui sont capables de donner un coût au recrutement sur les profils qu'ils recherchent. Et voilà pour moi. Merci Adrien, ce tour de table est terminé. Si vous avez des questions à poser, on va prendre quelques minutes et ramener tout le monde autour de la table pour y répondre. J'ai vu qu'il y avait plusieurs débats qui émergeaient. Alors déjà, il y avait notamment une question de Brian qui demandait est-ce que les attentes vis-à-vis des outils ou du process étaient différentes selon la typologie de candidats, cadres, dirigeants, techniciens, étudiants, et j'en passe. Donc, je ne sais pas quel est votre avis à cette question-là. Mathilde, selon toi, est-ce que les attentes peuvent, les outils et les process changent radicalement, c'est, je pense, le mot-clé, selon la typologie des candidats? De plus en plus, évidemment, on va avoir des outils spécialisés qui vont émerger et c'est maintenant des canaux qui vont fonctionner par le fait que tout simplement on va publier une annonce, on va attendre d'avoir des candidatures pertinentes. Donc évidemment, c'est toujours plus sympa de la publier au bon endroit pour s'adresser à la bonne cible, comme je disais tout à l'heure. C'était plutôt très flou, je pense, il y a encore quelques temps, mais maintenant, ce sont des candidats. Moi, si je peux juste rajouter un truc, Mohamed, je pense aussi qu'il y a en fonction des profils, mais il y a aussi en fonction, je vais peut-être un peu choquer, mais c'est aussi l'intérêt, en fonction de la catégorie, d'âge des personnes. En fait, les attentes, je pense, sont pas forcément les mêmes sur une catégorie 25-34 que sur des plus âgés, dont je fais partie. Donc, je me permets de faire cette remarque. Du coup, tiens, Capucine, toi qui as une vision sur notamment, on va dire, pas l'âge, mais la typologie étudiante et confirmée, notamment, est-ce que tu vois ou tu observes une distinction entre les deux? Tout à fait. Les attentes ne sont pas les mêmes. Il y avait d'ailleurs une question sur la taille des offres. Côté jeunes, plus c'est court, mieux c'est. Ils sont de plus en plus sur mobile. Donc voilà, faire court, inclure des formats vidéo, puisqu'en fait, ils vont
Ils vont beaucoup regarder aussi des vidéos avec des sous-titres. Donc voilà, il y a des choses qui changent dans les médias puisqu'ils vont regarder dans le bus, sur leur portable. Donc les attentes ne sont pas les mêmes que quelqu'un plus âgé qui va être derrière son ordinateur, voilà, avec une façon de postuler différemment. Très bien. Et pour les freelances, est-ce que Ludivine peut avoir des précisions à apporter sur les canaux d'acquisition de freelance, notamment comment on peut aborder des freelances? Est-ce que c'est les mêmes méthodes que du recrutement entre guillemets classique? Il y a quand même des similarités, et notamment quand on présente un projet. L'idée, c'est, on explique à nos clients que les freelances sont sollicités par plusieurs entreprises, donc il faut rendre vraiment le projet sexy sans donner trop d'informations. Après, c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes notions derrière, après de package, etc., de tout ce qui est modalité. Là, on va plutôt parler notamment de télétravail. Est-ce qu'il y en a ou pas? Aujourd'hui, un freelance qui ne peut pas faire de télétravail, je pense qu'on oublie, même s'ils ne sont pas tous 100% en télétravail, je le précise. Mais oui, il y a quand même on leur donne des bonnes pratiques sur quel est vraiment le contexte de la mission, dans quel projet ça s'inscrit, la taille de l'équipe, voilà, qu'est-ce qui est attendu vraiment de la personne. C'est pas juste une personne lambda, donc ça va vraiment apporter une vraie expertise. Et après, il va y avoir vraiment le matching qui va se faire aussi plus par l'échange entre les personnes. Donc oui, il y a des similarités, il y a des particularités par rapport notamment à une annonce en CDI ou en CDD. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos réponses. Je n'aurai pas l'occasion de prendre d'autres questions parce que on va manquer sinon de temps. Mais n'hésitez pas à rentrer en contact, notamment sur LinkedIn, avec Adrien Skemama, Machid Menhout, je ne sais pas si je le prononce bien, Capis Sabatier et Ludivine Tabar-Combrisson. Oui, je donne les noms complets pour que les gens puissent vous chercher éventuellement sur LinkedIn. Et vous pouvez le contacter et prendre en contact directement si vous avez des questions spécifiques à leur poser.